Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de fidélité au programme de Télé Sahel et de suivre ce journal. Ouverture ce matin de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2013, dite session budgétaire, et c'est le président du Parlement, Hama Amadou, qui a présidé la cérémonie en présence du Premier ministre chef du gouvernement, des représentants des parlements des pays frères, des présidents des institutions de la République, des membres du gouvernement et des représentants du corps diplomatique ainsi que ceux des organisations internationales. Compte rendu, Moussa Yahya. D'importantes allocutions ont marqué la cérémonie d'ouverture de cette deuxième session ordinaire au titre de l'année 2013, dite session budgétaire. D'abord, dans le discours d'ouverture de cette session, tout en saluant la présence à cette cérémonie du président de l'Assemblée nationale tchadienne, celle du vice-président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc et de l'émissaire du président du Parlement congolais, le président de l'Assemblée nationale a fait un large tour de la situation sociopolitique régionale et continentale. Ensuite, cette ouverture de session coïncidente avec la fin de l'hivernage, Hama Amadou s'est appesanti sur la situation agricole et les mesures à prendre pour éviter une autre crise alimentaire avant d'aborder la question des inondations récurrentes et le rôle des populations elles-mêmes au-delà des efforts de l'État pour vaincre définitivement ce fléau. Enfin, sur la situation politique que vit le Niger, tout en insistant ne pas vouloir verser dans la polémique, le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, avoue que la rupture avec son allié d'hier est désormais totale. La rupture d'alliance intervenue récemment au sein de la mouvance présidentielle n'a en soi rien d'exceptionnel en démocratie. Elle est même, dirais-je, dans l'ordre naturel des choses dans le domaine politique. En effet, les coalitions peuvent se faire et se défaire au gré de l'évolution des relations entre partis, sans pour autant toujours générer pour le pays une crise politique comme le redoutent nos concitoyens. Là, on le comprend, de vivre dans l'instabilité chronique, instabilité d'un État qui, il est vrai, change constamment de république et de constitution. Dans le cas présent, les récents événements intervenus au sein de la mouvance présidentielle résultent tout simplement d'une perte de confiance réciproque entre des membres qui la composent. Quoi donc de plus normal que de se séparer en douceur afin de ne pas tomber dans le piège des sables mouvants de l'amitié sans sincérité, au sourire éclatant de dents blanches mais rempli de venin, c'est-à-dire un semblant d'amitié fait d'invectives, d'insultes par procuration et de guerres de tranchées qui ne peuvent déboucher à terme qu'au discrédit collectif de la classe politique ainsi que du système institutionnel. Aujourd'hui donc, il faut l'avouer, la rupture est totale et semble définitivement consommée. Il ne reste que de part et d'autre. Il nous faut la gérer sans colère ni rancune. Il faut l'admettre sans sombrer dans le ressentiment vindicatif et les représailles qui ne feront qu'élargir le fossé et déboucher sur une crise véritable. Il convient aussi de la gérer en évitant de conduire le Niger à la déstabilisation politique, car le contexte sous-régional reste encore menaçant et il nous faut, avec réalisme, en craindre les fâcheuses conséquences. Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale tchadienne, il a tenu à saluer une fois de plus la légendaire hospitalité nigérienne avant de brosser un rappel historique des relations ayant uni nos deux pays. Abordant la crise du Nord Mali, Dr Haroun Kabadi a salué l'apport du Niger à la reconquête de l'intégrité du pays frère avant d'appeler la communauté internationale à soutenir nos deux pays qui jouent un rôle important dans la pacification de la région. Les événements récents du Nord Mali viennent tristement nous rappeler que nous devons accorder une attention toute particulière à la question sécuritaire de nos pays, car sans la sécurité, on ne pourra pas parler de développement. Les derniers tragiques événements à Kidal et à Tombouctou nous rappellent que même battus dans les montagnes des Euphorastes, les terroristes sont toujours présents dans le nord du Mali et sont déterminés à déstabiliser le Mali et le reste de l'espace sahélo-saharien. Notre espace régional est aujourd'hui menacé et traversé par des groupes terroristes dont le seul objectif est de s'aimer la terreur et la désolation au sein des paisibles populations sans défense et de les contraindre
à épouser leur vision de l'islamisation par la peur et la force. Cette situation place le Niger et le Tchad en première ligne face à la menace du terrorisme international. Elle est donc préoccupante pour nos deux peuples qui n'aspirent qu'à vivre dans un climat de paix, de stabilité, de tolérance religieuse et de cohabitation pacifique. Si la communauté internationale veut éviter que le Sahara et le Sahel ne deviennent le terrain d'élection du terrorisme international, de la piraterie, de la subversion et du crime organisé, elle devrait prendre ses responsabilités et apporter une réponse prompte à la hauteur du péril qui menace dangereusement cet espace. Le président de l'Assemblée nationale du Tchad a aussi insisté sur la nécessité de conjuguer les efforts de nos deux pays pour la réalisation des grands projets économiques et l'exploitation de nos ressources minières. Lui succédant à la tribune de l'Assemblée nationale, le vice-président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc a lui aussi magnifié l'excellence des relations entre le Niger et son pays avant de partager l'expérience du processus démocratique engagé par le Royaume chérifien. Concernant la question du Sahara, la régionalisation représente également la perception marocaine d'une solution aux différends. En effet, la régionalisation avancée au Maroc, prévue dans la réforme constitutionnelle ainsi que sa mise en œuvre, constitue le complément jumelé de l'offre marocaine dynamique et durable dans le conflit du Sahara. À cet égard, ici est de rappeler l'appui inconditionnel, continu, de la République du Niger, sœur, à notre cause nationale pour l'avenir à une solution politique, juste, durable et mutuellement acceptée. Ceci procède sans souci constant d'assurer la stabilité dans notre continent et de faire triompher les idéaux justice et de paix. Enfin, l'émissaire du président de l'Assemblée nationale de la RDC, le professeur Jean-Pierre Mavungu, est lui aussi porteur des messages écrits du docteur Aubin Minakou. Hamamadou a salué cette preuve de solidarité du peuple congolais dans son ensemble et s'est dit disposé à une mutualisation des efforts de nos deux parlements avant de procéder à une suspension de la séance, synonyme de fin de cette cérémonie d'ouverture. Et peu après cette cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire budgétaire au titre de l'année 2013, les présidents des différents groupes parlementaires se sont retrouvés pour établir le calendrier des travaux de la présente session qui démarrera ses plénières à partir de lundi. Et après cette réunion des présidents en marge de l'ouverture des travaux de la session budgétaire, le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, a eu en audience le vice-président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, porteur d'un message de vœux qu'il a livré aux parlementaires nigériens peu après le discours d'ouverture du président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou. À l'Assemblée, toujours, le président du Parlement tchadien, quant à lui, vient de quitter le Niger où il a séjourné pendant 48 heures en participant à l'ouverture de la deuxième session ordinaire du budgétaire au titre de l'année 2013. Dr Haroun Kabadi était raccompagné à l'aéroport par son homologue nigérien, Hama Amadou.
Voilà ce que de l'Assemblée nationale, des activités de l'Assemblée nationale de ce jour, avant de retrouver l'intervention du président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, donc lors de l'ouverture de cette session en partie magazine. Et puis ce communiqué du ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses a le regret de porter à la connaissance de la population de ce qui suit. 2 véhicules de trafiquants de femmes et de filles ont embarqué à Arlit le 27 septembre 2013, 80 passagers dont des femmes et des enfants à destination de Tamanrasset en Algérie. Chemin faisant, les 2 véhicules sont tombés en panne et cette situation a entraîné des pertes en vies humaines, dont notamment 5 morts, dont une femme et 4 enfants. 3 survivants ont pu regagner Arlit à pied, 15 passagers sont arrivés à Tamanrasset, 57 autres personnes sont portées disparues. Cette activité n'est ni plus ni moins qu'une action criminelle. Le gouvernement, tout en présentant ses condoléances aux familles éplorées, informe la population qu'il a pris toutes les dispositions en mobilisant les moyens nécessaires en vue de retrouver les personnes disparues. Une enquête est en cours pour situer les responsabilités à tous les niveaux et prendre les mesures qui s'imposent. Signé Massaoudou Hassimi, ministre de l'Intérieur. Et dans le registre de la rentrée scolaire, la ministre de l'Enseignement primaire, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique a effectué une mission de travail dans la région de Dosso où elle est allée constater les conditions de démarrage de l'année scolaire 2013-2014. Salamatou Adamou et Mourou Abdou. La première étape de cette visite a concerné l'école normale des instituteurs, la pépinière des enseignants professionnels pour une éducation de qualité, où elle a d'abord visité les chantiers de construction de 8 nouvelles salles de classe pour renforcer les capacités d'accueil des élèves maîtres qui seront à un effectif de 2500 pour cette année. Puis, la salle informatique équipée des appareils neufs pour mieux améliorer la formation des élèves maîtres avant de se rendre dans une classe de deuxième année où les cours ont déjà commencé. Là, Mme Ali Mariama s'est entretenue avec le directeur général de l'école normale sur un certain nombre de points, dont entre autres la question du bilinguisme et celle de la formation des formateurs. La ministre s'est dit réjouie de l'équipement de la salle informatique avec ses matériels neufs, acquis grâce au soutien de la coopération suisse, tout en évoquant le projet d'introduction des TIC dans l'enseignement. Après l'école normale, elle s'est rendue à l'école primaire franco-arabe de Sirimbay, puis à l'école primaire Tondo-Bonkarti. Dans toutes ces écoles, la rentrée était effective. Les enseignants sont sur pied, les élèves ont reçu les fournitures et les cours ont déjà démarré. Il faut surtout souligner la particularité cette année qui est le remplacement des classes en paillotte par des classes en maturité définitive. Occasion pour les présidents de COGES d'exprimer leur entière satisfaction et de saluer les efforts de nos autorités. Kalharan kambore ka kudu goy woni o kala si indi charbanda ayo mil ayman be kira mun o ayo mil irgano asintin kala si indi kura dotti jey dan kay baba ida dan kay nyangay maganir go sal ngaran se kan isabu ni me irmi nge sabu to nan daranga vraiment nge sabaran se nge sabu président de la république se du goro 40 dama man tifala gono kala se gan kun zaro atayam man tifala no. La ministre a ensuite visité les locaux de la direction régionale de l'éducation où elle a expliqué les différents processus de la mise en œuvre de leurs actions pour une éducation de qualité, avant de lui faire cas d'un projet d'extension de ces locaux grâce à l'appui de leurs partenaires LuxDev à travers le projet 2019 de la coopération luxembourgeoise pour la promotion d'une éducation de qualité alignée sur les objectifs du P2E et de la politique de décentralisation. Pour rendre hommage à ses partenaires, la ministre s'est rendue au sein du projet LuxDev à reconnaissance à tous les efforts qu'il consent pour appuyer le développement de l'éducation dans la région de Dosso. Notons aussi que Mme Ali Mariama a, en marque de ses visites, lancé officiellement des séances de sensibilisation sur l'importance de la scolarisation des enfants en situation de handicap, initiée par une ONG dénommée Mounayara. Monsieur le fondateur ou le président de l'ONG Mounayara, c'est pour nous un agréable plaisir
de nous retrouver aujourd'hui à l'école Katangiwa et nous vous remercions très sincèrement pour cette initiative que vous avez prise avec l'appui du plan Niger. Et je peux vous assurer que le ministère de l'Éducation nationale, en collaboration avec Handicap International, a élaboré une stratégie pour prendre en charge les enfants en situation de handicap. L'éducation inclusive fait partie des priorités de notre gouvernement et de notre ministère. Et ce qui est tout à fait normal, parce qu'on s'est inscrit dans la perspective de l'universalisation de l'éducation et on s'est engagé aussi à rendre l'éducation obligatoire pour tous les enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. Et ça, quelle que soit leur origine et quelles que soient les particularités que ces enfants présentent. Et à l'instar de toute la communauté internationale, le Niger célébrera demain, samedi 5 octobre 2013, la journée mondiale des enseignants, avec pour thème cette année un appel aux enseignants. Et la célébration de cette journée vise à rendre hommage à ces formateurs. Suivant ce propos, l'intervention de la ministre des Enseignements secondaires, Mme Betty Aïchetou Oumani. Cette journée célébrée depuis 1994 vise à mettre en exergue, à rappeler et à plaider pour la mise en œuvre effective de la recommandation UNESCO-OIT du 5 octobre 1966 relative aux conditions du personnel enseignant. Cette recommandation vise, entre autres, à vivifier le rôle des enseignants dans la communauté ainsi que les conditions minimales leur permettant d'assurer leur noble métier. En effet, pour une citoyenneté mondiale et une diversité culturelle, l'UNESCO met l'accent sur des enseignants de qualité pour un enseignement de qualité. Le Niger a été toujours en phase avec cette vision de l'UNESCO et de l'OIT. C'est ainsi qu'un statut particulier fut adopté pour le personnel enseignant. Des mesures ont été, chaque fois que de besoin, toujours prises pour améliorer les conditions de vie du personnel enseignant. Le programme sectoriel de l'éducation et de la formation offre d'ailleurs une place de choix à l'amélioration de la qualité de l'enseignement à travers des enseignants de qualité. Le Niger, disais-je, a été toujours en phase avec les options de l'UNESCO en matière d'éducation. Il vous souviendra que pendant l'ouverture du Conseil national de l'éducation édition 2013 et à la veille de la rentrée scolaire 2013, les autorités de la 7e République ont eu à lancer des appels aux enseignants pour une prise de conscience sur la nécessité de revaloriser la fonction enseignante au Niger. Elles ont, par la même occasion, déclaré l'année 2014 une année de l'éducation dans l'optique de raviver l'espoir et de rendre féconds des résultats probants et efficients en fin d'année. Cette revalorisation passe nécessairement sur la qualité des services que le système éducatif en général et les enseignants en particulier offrent à la communauté. Le gouvernement de la 7e République est convaincu de cet état de fait. C'est pourquoi il s'est attelé à améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants à travers d'importantes augmentations salariales, l'aménagement de l'environnement pédagogique ainsi que beaucoup d'autres actions permettant d'améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants. Le gouvernement s'attelle d'ailleurs à l'adoption d'un nouveau statut particulier du personnel de l'éducation. Ce dossier est d'ailleurs à un stade très avancé. J'aimerais également rappeler la disponibilité du gouvernement à entretenir un partenariat empreint de dialogues féconds et constructifs pour l'école nigérienne. En ce sens, nous lançons un appel au nom du gouvernement pour une année scolaire apaisée, studieuse, dans un cadre partenarial franc, sincère et tenant compte de l'intérêt général. Nous saisissons cette occasion pour rappeler l'engagement des plus hautes autorités, au premier rang desquelles
son Excellence Issoufou Mahamadou, Président de la République, chef de l'État, de faire de l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants un axe majeur du PSEF. Au nom de tous les ministres en charge de l'éducation et de la formation, je souhaite une bonne fête aux enseignants et aux enseignantes. Le nouvel ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, Michael Fenner, a quant à lui offert hier après-midi à sa résidence une réception dans le cadre de la journée de la réunification de la République fédérale d'Allemagne célébrée le 3 octobre de chaque année. La célébration de cette journée s'est déroulée en présence des membres du gouvernement, du corps diplomatique et de nombreux autres invités. Guy Machetea à côté Ouagalas. Cette journée de l'unification allemande est un jour historique pour le peuple allemand et le monde entier. La journée marque ainsi la chute du mur de Berlin le 3 octobre 1990, après 40 ans de division avec l'ancienne République démocratique d'Allemagne. La République fédérale d'Allemagne est la première puissance économique et militaire d'Europe. Selon le nouvel ambassadeur de ce pays au Niger, le bilan que l'on peut faire aujourd'hui de l'Allemagne est très positif. L'unification allemande, cadeau d'histoire, reste une obligation et en stimulant au même temps pour œuvrer pour une Europe toujours plus unie et plus proche. Aujourd'hui, l'Allemagne présente des bons chiffres économiques et un taux de chômage très bas. Mais comme maillot important de l'Union européenne, nous avons un intérêt essentiel que tous les États de l'Union européenne surmontent la crise actuelle par des efforts communs le plus vite possible. Le mandat confié à la chancelière allemande, Mme Angela Merkel, lors des récentes élections, doit aussi être interprété dans ce sens. Lors de cette réception, le nouvel ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne a évoqué la visite du président Issoufou Mahamadou en Allemagne en mai 2013 avant de mettre l'accent sur les relations bilatérales entre son pays et le Niger. Parlant des liens, on est très content de pouvoir recevoir en Allemagne, en mois de mai 2013, son Excellence, le président de la République, Mahamadou Issoufou. Dans son rencontre avec la chancelière, Mme Merkel a rendu hommage au rôle du Niger comme ancre de stabilité dans la région et aussi au progrès démocratique et dans les domaines des libertés civiles et des droits de l'homme. L'engagement du Niger dans la force africaine et de l'ONU au Mali a été expressément reconnu. L'Allemagne donne son plein soutien au programme de renaissance du Niger et dans le contexte également au plan de développement économique et social. L'année dernière, les deux pays pouvaient célébrer 50 ans de la coopération allemande pour le développement au Niger. Au cours des années, l'Allemagne est devenue le second plus grand donateur sur le plan bilatéral, avec un accumul d'environ 500 milliards de CFA de dons. La coopération entre le Niger et l'Allemagne, à travers le GIZ et KFE, et dans le cadre de PDES, soutient les partenaires dans les domaines de décentralisation, de la sécurité alimentaire et l'agriculture productive, qui s'accordent aux objectifs du programme 3N, ainsi que dans le domaine de santé et éducation des bases. En plus, on travaille sur le renforcement des capacités de la police nationale et appui à la justice. Pendant l'année passée, le Niger a bénéficié de l'assistance humanitaire substantielle pour les réfugiés et les victimes des inondations. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Niger a enfin évoqué le travail très important des ONG allemandes dans le développement du Niger. À Niamey toujours, le palais de congrès a servi de cadre cet après-midi pour une déclaration rendue publique par des militants du Mouvement national pour la société du développement MNSD Nassara sous l'égide du secrétaire général du bureau politique national du parti Albade Aboubaye en présence de 13 députés du MNSD. Ces militants ont réaffirmé leur appartenance au gouvernement de large ouverture du président de la République Issoufou Mahamadou. Je vous propose d'écouter la teneur de cette déclaration. Nous, députés nationaux, ministres, présidents de section et vice-présidents du parti, secrétaires généraux du parti, membres du bureau politique national du parti,
élus locaux, militantes et militants du parti MNSD Nassara, faisons la déclaration ci-après. L'extrême gravité de la situation que traverse notre parti, le MNSD Nassara, depuis la remise en cause sans fondement de l'option prise à l'unanimité des membres du bureau politique le jeudi 25 juillet 2013 de participer au gouvernement d'union nationale tel qu'il ressort des discussions à travers un comité paritaire désigné par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et le MNSD Nassara, nous amène à réagir ce soir pour rappeler ce qui suit. Le MNSD Nassara est un parti politique responsable qui ne saurait verser ni dans un gangstérisme politique, ni dans des débats et des manœuvres sournoises de bas étage. En effet, depuis la décision du 25 juillet 2013, qui consacre l'entrée du MNSD Nassara dans le gouvernement de la République, composé le 13 août 2013, il s'est formé autour du président du parti un front de refus et de reniement de la parole donnée. Pour ce faire, et sachant pertinemment que l'écrasante majorité des militantes et militants de base ne l'ont pas suivi dans cette entreprise funeste de livrer notre parti, pieds et mains liés à ses bourreaux, le président vient une fois de plus de prendre sur lui la lourde et grave responsabilité de faire tripatouiller la liste des membres du bureau politique en dehors de toute légalité. À cet effet, à partir de son domicile privé, qu'il a transformé pour la circonstance en siège du parti, il fait préparer des listes présignées par son entourage direct et indirect, au fin de se prévaloir d'une majorité virtuelle en cas de vote pour la réunion du mercredi 2 octobre 2013 au siège du MNSD Nassara. Face à la gravité d'un tel acte qui s'apparente à du faux et usage du faux, en écriture publique et qui traduit de toute évidence la malhonnêteté et la duperie de la gestion actuelle du parti, nous tenons à informer l'opinion publique nationale et internationale que nous ne saurions ni accepter ni tolérer ce dérapage préjudiciable à l'intérêt, à l'honneur et à la dignité des militantes, militants et sympathisants du MNSD Nassara. C'est pourquoi nous avons décidé en conséquence de dénoncer vigoureusement l'occupation de la salle de réunion du bureau politique national et de la cour du siège du parti par des individus inconnus du parti, manifestement commis pour créer des conditions de perturbation et d'intimidation sous la seule et unique responsabilité du président. 2. De rejeter catégoriquement la fausse liste présentée pour la circonstance des membres du bureau politique dans la mesure où cette fameuse liste n'est pas conforme à celle ici du dernier congrès de Tillabéri tenu les 6 et 7 août 2010. 3. De réfuter dès lors en bloc toute décision d'aliénation de notre grand parti que nous ne saurions laisser être sacrifiés sous l'autel des ambitions personnelles et de la myope politique. 4. D'user de tous les moyens légaux que nous donnent les textes du parti, ainsi que les lois et règlements de la République pour imposer le respect de la légalité, de la légitimité et de l'éthique dans le fonctionnement de notre parti. 5. De réaffirmer notre appartenance au gouvernement d'union nationale conformément à la décision du 25 juillet 2013 et soutenons sans embâche les actions de son Excellence,
M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État et de son gouvernement pour consolider l'unité, la cohésion, la stabilité et le développement harmonieux de notre pays. Aussi, nous réaffirmons ici notre volonté ardente et inébranlable à combattre, sans relâche, avec l'engagement et la rigueur nécessaires requises en pareilles circonstances, toute dérive et tout acte de nature à porter un discrédit et un préjudice à la grandeur, au prestige et à l'unité du MNSD Nassara. Enfin, nous lançons un appel à l'ensemble des militantes et militants à rester sereins et vigilants pour faire échec à toute manœuvre de liquidation de notre grand parti. Fait à Niamey le vendredi 4 octobre 2013, je vous remercie. Suite de cette édition avec la cérémonie de lancement des activités du projet Initiative d'urgence pour riz au Niger. C'était ce matin à Niamey. Il s'agit d'apporter une solution définitive aux problèmes récurrents d'insécurité alimentaire à travers ce projet d'urgence dans notre pays. Sekinato Abdou à côté de Wakalasan. Cette cérémonie consacrée au lancement des activités du projet Initiative d'urgence pour le riz au Niger vise à doter davantage le Niger des outils multiples et efficaces de gestion de développement rural. Ce projet, financé par le Centre du riz pour l'Afrique et le Japon, permettra de soutenir la production risicole en 2014 et au-delà à améliorer l'accès des producteurs aux semences améliorées. Le riz constitue la troisième céréale produite au Niger après le mil et le sorgho. Elle est la première céréale cultivée en irrigué. La production nationale est estimée aujourd'hui à 130 000 tonnes de paddy, dont 70 000 produits sur les aménagements hydro-agricoles de la vallée du fleuve Niger et 62 030 tonnes hors aménagement. Cette production ne couvre que le tiers des besoins annuels nationaux qui sont estimés à 266 710 tonnes de riz blanc. L'initiative 3N accorde une place de choix au développement de l'irrigation. Cela permettra d'accroître et d'améliorer les productions nationales. Une façon de trouver une solution définitive aux problèmes récurrents d'insécurité alimentaire. Le lancement de ce projet intervient à un moment où environ 2000 hectares de superficie risicole sont sous les eaux. 7000 producteurs de riz ont perdu totalement ou partiellement leur production, 5620 producteurs sont menacés. Les mesures nécessaires sont en train d'être prises. Dans l'immédiat et dans le cadre de ce projet, il sera mis à la disposition des coopératives et des producteurs du riz 60 tonnes de semences R1 produites selon les règles de l'art. Cette cérémonie organisée par l'Institut national de la recherche agronomique du Niger, INRAN, permettra avec la bonne marche de ce projet le renforcement des capacités des producteurs et des techniciens dans la conduite de la culture du riz afin de réduire définitivement l'importation de cette denrée au Niger. Et les organisations non gouvernementales, ONG et associations actives au Niger, notamment dans le domaine de l'environnement, à l'école de la gestion des déchets urbains et des déchets plastiques. À travers l'organisation d'une telle rencontre, le ministère en charge de l'environnement et de la salubrité urbaine entend échanger avec ces dernières sur la problématique de la gestion des déchets urbains en vue de faire l'état de lieu des stratégies mises en œuvre à cet effet. Mahamadou Adamou, Maria Madakou. Cette journée d'information et de sensibilisation sur la gestion des déchets urbains au Niger, organisée à l'intention des organisations de la société civile œuvrant pour la cause de l'environnement, vise à échanger sur la problématique de la gestion de ces déchets et ses impacts sur l'environnement, la santé et l'économie nationale. Cette rencontre se veut aussi le lieu de faire des propositions enrichissantes pour le projet de loi portant interdiction de la production, l'importation, la commercialisation, l'utilisation et le stockage des sachets et emballages en plastique. Nous avons voulu organiser cette journée d'échange
de donner et de recevoir entre tous les partenaires qui sont dans la salle. Donc c'est sans tabou, on va débattre des questions, qui va faire quoi et quel est le rôle de chacun de ces partenaires qui se trouvent dans la salle. Et c'est une des premières journées qui est organisée avec la société civile. Ça va continuer avec les opérateurs économiques, ça va continuer avec l'administration, ça va continuer avec toutes les associations qui ont d'une manière ou d'une autre la main dans la question de gestion des déchets urbains ou bien, si vous voulez, de la salubrité urbaine. Après avoir félicité les initiateurs, le directeur de cabinet du ministre de l'Environnement a émis le vœu que cette rencontre soit porteuse de solutions. Le fait que vous soyez proche des populations, le fait que par le passé vous avez joué un rôle primordial dans les questions d'hygiène, d'assainissement et de prise en compte de pollution et de nuisance au niveau des villes, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on vous a en face de nous pour justement discuter, partager nos expériences et voir comment est-ce que nous sommes au tout début du ministère, comment est-ce que ces choses, comment est-ce que ces problématiques, comment est-ce que ces préoccupations vont être prises en compte. Donc c'est un peu dans nos nouvelles missions et on attend des résultats tangibles, le gouvernement attend des résultats tangibles de nous. Il est également attendu de ces discussions une proposition d'alternative et de substitut aux sachets et emballages en plastique. Et la commune urbaine de Filengue dans la région de Tillabéri est en quête de financement pour résoudre le problème d'assainissement dû à la stagnation d'eau de pluie auquel elle fait face depuis plusieurs années. Et en prélude à la rencontre entre les partenaires techniques et financiers et la dite commune prévue le 23 octobre prochain, et un forum à Filengue sur la question. L'Organisation néerlandaise de développement, SNV, principal partenaire de la commune, organisée hier en collaboration avec le réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement REGEA, une visite de la localité pour montrer à l'opinion publique l'ampleur de la situation. Gérard Abdelaziz, Youssouf Suleiman. En se promenant à Filengue, comme l'ont fait ce jeudi le maire de cette localité et une équipe de l'Organisation néerlandaise de développement SNV, principal partenaire de la commune, une seule chose frappe à l'œil, le phénomène d'eau de pluie stagnante. Une situation que vit la ville depuis des années et qui préoccupe à plus d'un titre les populations et les autorités. Suwana muna jin daɗi. Wallahi muna samun matsala da yawa. Tunda kaga hanyar equal in wuce waga. Yanzu mutum ya tashi setiyar, kamin mutum ya wanka ya shirya witiyar ta yi kuma hanyar ba ta yi dole sai mutum ya yi grantur. Kuma hanyoyin duka ruwa addakwai. Kenan kamin mutum ya kai equal lokaci ya kure. Mutum ya yi rita. La ville même a été fondée dans le lit en fait du Dalal Bosso. Même avec 10 mm, pour quelqu'un qui ne connaît pas la ville de Filengue, avec 10 mm de pluviométrie, il va penser qu'il y a eu 100 mm. Mais néanmoins, ce n'est pas une fatalité. En saison hivernale, vraiment, c'est un casse-tête. Il n'y a plus de voie. Il y a le palu qui dérange. Les gens se sont permis de construire vraiment dans des zones, dans le passage d'eau, des zones non loties. L'une des conséquences directes de cette situation, c'est le fort nombre de paludéens qu'enregistrent les formations sanitaires de la localité, notamment le district sanitaire. La première semaine à la 38e semaine de l'année 2013, on a plus de 7600 cas de paludisme. Donc on a après 149 décès. En dehors de ça aussi, on peut citer le problème de maladie diarrhéique qui est là aussi, qui est un problème lié à l'assainissement. Impuissant face au phénomène, le maire de Filengue et les populations lancent un appel pressant à l'État et aux partenaires techniques et financiers pour leur venir en aide. Aux partenaires techniques et financiers, on a vraiment besoin de caniveaux dans cette ville de Filengue. Il faut qu'il y ait des moyens d'évacuation des eaux pluviales. Nous avons fait le curage des caniveaux, nous avons fait quelques rechargements. Si vous avez constaté, il y a de l'artérite là, un peu partout. Mais ça ne peut pas solutionner le problème de Filengue. Déjà, il y a un dossier qui a été ficelé. Donc nous, on va prendre en charge l'aspect rechargement. Dans le dossier de projet, ça fait environ 26 millions.
Dans ce cadre, la SNV va organiser le 23 octobre prochain une rencontre avec les partenaires techniques et financiers pour leur exposer la situation. Dans le même ordre d'idées, un forum est prévu à Filangué même. Dans la région de Tillabéri, toujours, cérémonie hier à Ayoru de remise de dons aux réfugiés maliens par l'ONG internationale Oma Welfare Trust. Au total, 60 tonnes de vivres et d'habits ont été distribués à 1000 familles réfugiées. Oumou Jamila Moudanchourou et Soufou Samela. Cette œuvre humanitaire traduit la mission de l'ONG internationale Oma Welfare Trust, comme son nom l'indique, faire le bien de tous. C'est en effet pour la troisième fois au titre de l'année 2013 que cette ONG vient en aide aux réfugiés maliens résidant au Niger. Cette fois-ci, c'est 60 tonnes composées de riz, du sucre, du lait, de l'huile et d'habits qui ont été répartis à 1000 ménages. Notre chairman qui était passé ici, Mohamed Idriss, il a fait promis qu'à peu près 800 millions de francs CFA, il a mis ça pour les réfugiés maliens. On a un 4e et 5e distribution gratuite. Action saluée à sa juste valeur par les autorités du département d'Ayoru et les bénéficiaires. Cette action de bienfaisance cadre parfaitement avec le programme de la Renaissance qui œuvre inlassablement aux côtés des groupes les plus vulnérables. Nous tenons sincèrement à vous remercier et soyez assurés que ces gestes et les bénéficiaires en feront un bon usage. Nous remercions très sincèrement cette association Ouma Street du Pakistan, vraiment qui a bien voulu pour la troisième fois aider les réfugiés maliens pour l'épreuve endurante qu'elles vivent ici au Niger. Dieu merci, nous profitons de l'occasion pour saluer le gouvernement nigérien qui n'a aménagé aucun effort pour que les réfugiés maliens au Niger soient dans les conditions. L'ONG internationale Oma Welfare Trust a à peu près 9 ans d'humanitaire au Niger. Elle entend poursuivre ses œuvres de bienfaisance au profit des Nigériens et des réfugiés maliens. Même type de geste dans la région de Tillabéri, toujours avec le gouverneur de la région qui a procédé à la réception hier de dons de kits non alimentaires, un don de l'organisation non gouvernementale Plan Niger aux victimes cette fois-ci des inondations 2013. Abdoulaye Soumana, Jupono. Partenaire clé de la région de Tillabéri, l'ONG Plan Niger vient une fois de plus répondre à l'appel lancé par les plus hautes autorités de notre pays en mettant à la disposition des victimes des inondations de la région de Tillabéri cet important appui. D'une valeur de plus de 200 millions de francs CFA, ce don permettra de soutenir ces populations dans leur situation difficile. Il s'agit de 250 bâches, 150 tentes, 200 moustiquaires, 4500 couvertures, 400 cordes, 50 cartons de savon Fanico, 4500 jerrycans et 200 rochers. L'ONG Plan Niger est une ONG de développement communautaire centrée sur l'enfant. Nous sommes présents à Tillabéri, au Niger d'abord depuis 1998 et à Tillabéri depuis 2004. Suite à l'appel du gouvernement, à travers le Premier ministre, pour venir en aide aux sinistrés des inondations, Plan a bien voulu contacter ses différents bailleurs. C'est ainsi que nous avons reçu de Plan Canada d'abord un important appui en matériel non alimentaire et en vivres d'environ 20 millions pour le département de Tillabéri. L'opération de distribution de ces matériels et des vivres a eu lieu et on a complètement fini l'opération. Et après ça, Plan Irlande a bien voulu encore accompagner pour toute la région avec des matériels non alimentaires dont j'ai l'honneur de vous remettre officiellement au nom du représentant résident et au nom de toute l'ONG Plan Niger. En réceptionnant ce dont le gouverneur de la région de Tillabéri a exprimé toute la reconnaissance des autorités de la 7e République et des populations à l'ONG Plan Niger pour sa prompte réaction, mais aussi pour tous les efforts déployés dans la région de Tillabéri. L'ensemble des populations de la région de Tillabéri, nous remercions Plan Niger, qui est un partenaire traditionnel de la région. Toutes les crises alimentaires, Plan a accompagné le gouvernement
les populations dans le processus de résolution de ces crises. Je sais que ce n'est pas votre premier coup, c'est un nombre important d'interventions que Plan Niger a eu à faire au niveau de cette région. Nous vous remercions pour la constance et surtout la qualité des rapports que Plan entretient avec les partenaires, notamment les populations. Nous savons que vous intervenez surtout dans le domaine de l'enfant, mais là, face à ces inondations, Plan n'est pas resté indifférent. Vous avez actionné toutes vos relations, tous vos rapports, tous vos partenaires, d'où cette importante donation de Plan Irlande. Assimi Diabri a exhorté le comité régional de prévention et de gestion des catastrophes et crises alimentaires de tout mettre en œuvre afin que cet appui parvienne aux légitimes bénéficiaires. Début ce matin à l'IUT, Institut universitaire de technologie de Tawa de soutenance de fin de formation en cette année 2013. 210 candidats, toutes filières confondues, sont ainsi récompensés. Asmati Jani et Azirabiou. Semaine durant, les candidats en fin de formation à l'Institut universitaire d'Ottawa présenteront au jury leur rapport de stage. Ils sont au total 210 candidats cette année à soutenir dans les filières comme finance, banque, gestion hôtelière et touristique, comptabilité et gestion des entreprises, management logistique et transport. Toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement de ces soutenances. Vraiment, ça se déroule très bien. Donc on vient de démarrer et j'avoue que nous avons déjà de très bons résultats, de très bonnes présentations. Et nous avons des étudiants qui ont su en tout cas donner le meilleur d'eux-mêmes sur le lieu de stage. On sent qu'ils ont beaucoup appris et on sent que ça a complété un peu leur formation. Après critique et suggestion du travail par les différents membres du jury dans l'optique d'améliorer ce dernier, vint ensuite le moment ultime tant attendu par les candidats. Le jury accepte son rapport, donc son rapport est accepté et lui attribue une note de 15 sur 20. C'est un ouf de soulagement pour les récipiendaires qui, après 2 années de dur labeur, se voient aujourd'hui aptes à embrasser leur carrière respective. C'est vraiment un sentiment de joie et je remercie le Tout-Puissant Allah qui m'a permis de voir ces jours avec une note de 15 sur 20. Je vraiment remercie le bon Dieu. Je suis très content. Je les souhaite une très bonne chance quand même de décrocher une note supérieure à celle que j'arrive à avoir. Ces diplômes ouvriront certainement à ces jeunes les portes du marché de l'emploi. Même type de cérémonie à DIFA où l'ISS, l'Institut supérieur de santé, a procédé à la remise officielle de diplômes aux étudiants de la promotion 2010-2013 en fin de cycle de formation. Des détails avec Adraman Boukari et Adraman Maazou. Cette cérémonie solennelle consacrée à la remise des diplômes aux étudiants de l'ISS, l'Institut supérieur de santé du DIFA, promotion 2010-2013 placée sous le haut patronage du gouverneur de la région du DIFA, M. Yacouba Soumanagawo, s'est déroulée en présence des autorités administratives, communales et coutumières, des cadres régionaux civils et militaires, du directeur général de l'ISS, M. Adam Djaouga, et des heureux récipiendaires qui tous avaient à leur côté parents, amis et connaissances venus partager ce moment de joie et de gaieté. Ainsi donc dans la série des interventions prononcées à cette occasion, outre celle du directeur des études, M. Makinta Yassine, et celle du représentant des récipiendaires, qui tous ont saisi cette opportunité pour rendre un hommage mérité à cette école, ainsi qu'à tous ceux qui ont contribué à cette formation, notamment les parents, les encadreurs et les maîtres du stage. L'on retiendra celle du directeur général de l'ISS, M. Adamou Djaouga. L'ISS de DIFA a obtenu 16 admis sur 18 candidats présentés, soit un taux de réussite de 90%, contre un taux de réussite national de 77%. Je vous félicite, chers récipiendaires. Après la certification, une étape importante de votre vie professionnelle commence. Vous trouverez sur le terrain des professionnels prêts à vous accueillir et à vous intégrer. Soyez surtout disciplinés. Vous avez à présent les compétences requises. Il vous reste à les mettre en valeur et
à vous mettre au travail dans la confiance. Monsieur Adamou Diaouga a également saisi cette opportunité pour rappeler à ces heureux récipiendaires le sens qui doit désormais les guider dans l'exercice de leurs fonctions. Autre intervention au cours de cette cérémonie, celle du président de la commission régionale de certification en santé, qui a d'abord remercié le fondateur de cette école pour tous les efforts qu'il ne cesse de déployer pour la promotion de la santé dans la région de Difa, avant d'inviter les uns et les autres à le soutenir et l'accompagner dans cette noble entreprise d'une importance capitale. La remise des diplômes et la prestation du serment qui s'en sont suivis ont par la suite donné place au mot du gouverneur de la région de Difa, M. Yacouba Soumanagao, qui a sur place invité ses heureux récipiendaires au respect de l'éthique et de la déontologie, gage de la réussite de leur carrière. À Zander, cérémonie de prestation de serment et de remise des attestations aux nouveaux diplômés de l'École nationale de santé publique NSP promotion 2010-2013 en fin de cycle de formation également. Jemila Amadou, Lawali Babale. Ils étaient au nombre de 355 candidats, toutes sections confondues, à se présenter aux examens uniques de certification en santé session d'août 2013, parmi lesquels 326 sont déclarés admis, soit un taux de réussite de 91,83%. En prêtant le serment, les élèves ont juré d'honorer leur engagement devant Dieu et devant les hommes à accomplir leurs tâches de la dignité et le respect du règlement souscrit en matière d'éthique et de déontologie. Dans le discours qu'il a prononcé à cette occasion, le directeur général de l'NSP de Zander a félicité les récipiendaires avant de rappeler que les attestations qu'ils ont reçues constituent un point d'ancrage qui doit être solide et très déterminant pour leur future carrière. Selon le président du conseil d'administration de l'NSP de Zander, cette cérémonie de prestation de serment est un moment très important dans la vie des cadres de santé parce qu'il correspond à leur prise de fonction et leur engagement de soigner tous les malades sans aucune distinction. Pour cela, devait-il poursuivre, la profession d'agent de santé requiert beaucoup de patience, d'engagement et d'assiduité dont ont besoin les nouveaux diplômés pour s'acquitter honorablement de leur mission. Il faut noter que les 3 premiers de chaque section ont eu droit à des cadeaux symboliques et dans le même cadre, des témoignages officiels de satisfaction ont été décernés aux partenaires qui ont contribué de manière significative à l'amélioration des conditions d'études des élèves. Il faut également rappeler que l'NSP de Zander a été créé en 1975 et compte aujourd'hui 112 agents cadres et auxiliaires. À ce jour, elle forme 5 catégories d'agents dont les infirmiers, les sages-femmes, les techniciens d'hygiène et d'assainissement, les techniciens de laboratoire et les agents de santé de base. À Agadez, cérémonie de prestation de serment hier après-midi des récipiendaires de l'Institut de santé publique et de santé pratique admis à l'examen de certificat en santé de l'État session 2013. C'était en présence du secrétaire général de la région Zurkaleni Mega, Moussa Efale Ibrahim Mariko. Il s'agit de la 6e promotion d'agents de santé sortis à l'IPSP d'Agadez et la 3e promotion de l'examen de l'État. Il convient de rappeler que l'Institut pratique de santé publique a toujours réalisé des résultats satisfaisants, notamment en 2011, 2012 et 2013 avec 100% de réussite. À cela s'ajoute la meilleure note de la région d'Agadez, autrement dit le major de la promotion de la région d'Agadez, et un élève de l'IPSP d'Agadez avec une moyenne de 16,77 et un cadeau d'une moto. Les enseignants permanents qui se sont distingués pour le travail gigantesque réalisé au cours de l'année académique passée 2012-2013 ont reçu des témoignages de satisfaction. Prenant la parole, le directeur général a saisi l'occasion pour remercier les autorités et tous ceux qui ont fait le déplacement de l'IPSP. Devant les invités et toute l'assistance, les récipiendaires ont prononcé le serment consacré que voici. Je m'engage solennellement devant Dieu et en présence de cette assemblée à mener une vie intègre et à remplir fidèlement le devoir de ma profession. Je m'abstiendrai de toute pratique délictueuse ou malfaisante. Je ne prendrai ou n'administrerai volontairement aucun remède dangereux. Je ferai tout pour élever le niveau de ma profession et je garderai avec une totale discrétion les choses privées qui me seront confiées et tous les secrets de ma famille que la pratique de mon service me ferait connaître. Je dirai de mon mieux et loyalement les autres professionnels de la santé dans leur travail
et je dévouerai au bien-être de ceux qui seront laissés à ma garde. Je les jure. Le fondateur de l'IPSP, directeur général de cet établissement, Abdoulaye Maïga, nous cite ici les raisons du succès de son établissement. À l'IPSP, depuis la création, ou plutôt l'institution de l'examen d'État, nous avons toujours été premiers en Niamey, Maradi et Agadez. Et nous venons de le confirmer d'ailleurs à Agadez, et cette fois-ci de la plus belle manière, parce que nous avons eu 100% de réussite. Nous avons la majorité de la promotion de la région d'Agadez, nous avons la plus grande note dans la région d'Agadez. Donc cela est ce qu'on, comme on dit, sans appel. Jamila Adam, major de sa promotion, ne cache pas toute sa satisfaction. Le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de satisfaction et de joie. Vraiment, je suis très heureuse. J'ai mérité la note et donc je ne vois pas pourquoi ne pas mériter les cadeaux. Je remercie les DG aussi et tous mes encadreurs, mes parents et tous les membres de la famille qui m'ont supporté jusqu'à arriver à ce point. Opération de saupoudrage dans la ville de Zender, initiée par la direction régionale de la santé publique. Ceci en vue de détruire les gîtes larvaires et lutter contre le paludisme qui sévit dans cette région. Maria Maketa, Lawali Babale. Initiée par la direction régionale de la santé publique à travers le programme PALU qui l'a doté d'un certain nombre de produits, cette opération de saupoudrage consiste à faire un traitement des gîtes larvaires de moustiques et intra-domiciliaires. Ceci résulte d'un constat fait en cette période où il y a un pic de paludisme. La maternité centrale, l'hôpital national de Zender, les centres de fistuleuses, les domiciles des quartiers démunis, les caniveaux et les mares en ont été les cibles privilégiées. Une opération qui requiert beaucoup d'hygiène, comme l'explique ici Ali Morou, chef service hygiène publique éducation pour la santé à la DRSP. Ils ont été prévenus à l'avance. Avant de rentrer dans une maison, l'équipe demande à la famille de fermer les aliments, de sortir les aliments, de les fermer, ainsi que l'eau de boisson. Donc tout aliment doit être couvert. Donc en ce moment, il procède à l'intervention. Donc après l'intervention, l'équipe demande 1 heure de temps pour réintégrer les maisons. Le dimilin, c'est le nom du produit, agit sur les œufs qui ne pourront plus éclore et les larves qui ne se transformeront plus en moustiques. Au regard de l'insuffisance du produit à satisfaire toute la ville et les départements, Ali Morou lance cet appel aux autorités communales. Maintenant, nous faisons un plaidoyer au niveau des mairies. Donc, par exemple, la mairie de Tanout, quand le service d'hygiène, la direction départementale de la santé a entrepris le traitement, la mairie est venue en apport. Ils ont augmenté la quantité de produits, ils ont fourni le produit, ils ont augmenté la quantité de produits pour que le service d'hygiène puisse toucher l'ensemble de la ville. Donc cet exemple doit être suivi par l'ensemble des maires. Un bel exemple à suivre pour garantir la santé. Et le Niger va abriter les éliminatoires des mondiaux seniors hommes de volleyball au titre de la zone 3 du 23 au 27 octobre prochain. L'équipe nationale a entamé hier une campagne de promotion de cette compétition en allant montrer aux jeunes des centres de formation le trophée qu'elle a récemment remporté au tournoi de solidarité à Cotonou, au Bénin. Reportage Issouf Kodo, Issaka Issa. Indéniablement, le volleyball fait désormais partie des disciplines de proue, d'autant que voici 3 saisons successives que cette discipline est en train d'honorer le Niger dans toutes les catégories, sans oublier le beach volley, un comportement honorable qui ne fait que s'accentuer à chaque fois que l'occasion se présente. Pour preuve, les voleurs nigériens sont revenus de Cotonou où ils ont pris part au tournoi de la zone 3 en occupant la 2e place. Nous sommes ici présents dans votre centre. C'est vous présentez le trophée que l'équipe nationale masculine a pu remporter suite à la compétition de Cotonou, la 16e édition de la solidarité volleyball de la zone 3. Et c'est aussi vous encourager, c'est une manière pour nous de vous encourager et prendre plus de courage à jouer cette discipline qu'on aime tant, pour laquelle on est prêt à mouiller le maillot et représenter le pays. Le trophée, c'est le 2e prix de la solidarité. On aurait voulu vous présenter le 1er prix, mais malheureusement on n'a pas pu. On a
perdu face au Ghana, mais ce n'est que partie remise, Inch'Allah. On fera tout pour que prochainement le Niger soit le premier pays dans la zone 3, sinon en Afrique. De-delà de cette deuxième place, on a eu le meilleur bloqueur du tournoi, qui est là présent, en la personne de Djibril Adamou, était meilleur bloqueur de tout le tournoi. Et on a eu aussi le meilleur serveur, qui est là, Abdoulaye, était meilleur serveur de tout le tournoi. Insatiable, le président de la Fédération nigérienne de volleyball, M. Issouf Badar, a mis la barre un peu plus haut compte tenu de certaines capacités, car le Niger vient d'être désigné pour abriter le tournoi éliminatoire zonal des mondiaux. Qualifiés en sous-zone, le Niger, le Nigeria, le Ghana et le Burkina Faso vont se retrouver du 23 au 27 octobre pour un championnat à l'issue duquel les deux premiers seront qualifiés pour les éliminatoires continentales. Au nom de tout le bureau exécutif, nous avons été très satisfaits de nos performances. Ces jeunes nous ont fait vraiment très plaisir, on les a vus évoluer. On a eu les larmes le jour de la finale, mais ce n'est que partie remise. Petit à petit, on est en train de faire notre chemin. On avait fait l'année passée, on était 3e, cette année on est 2e. On a pu recenser nos erreurs de la finale et je pense que pour l'année prochaine, on va se préparer pour faire une meilleure prestation. On y pense, on y travaille. La solidarité aussi a été un tremplin pour cette préparation. Et nous avons nos joueurs qui la majorité vont retourner à l'international. On va les faire revenir malgré le manque de moyens qui se pose. Donc les éliminatoires zonaux auront lieu normalement à Niamey du 23 au 27. Techniquement, je pense que l'équipe est à niveau. Maintenant, il reste à peaufiner les derniers détails au niveau de l'organisation. Nous avons quelques soucis qu'on n'a pas pu encore régler. C'est aussi l'occasion pour moi, avec ces micros, de faire un plaidoyer au niveau de nos autorités pour pouvoir nous régler le problème du lieu de compétition. Si aujourd'hui le Niger a soumissionné pour cette compétition, c'est pour qu'on puisse vraiment atteindre le niveau continental. Au vu du mérite et de l'entière satisfaction dont nous gratifie le volleyball, il y a lieu de tenir compte de cette doléance. Et je vous rappelle l'ouverture ce matin de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale, dite session budgétaire, au titre de l'année 2013. Et c'est le président du Parlement, Hama Amadou, qui a présidé la cérémonie en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, des représentants des parlements des pays frères, des présidents des institutions de la République, des membres du gouvernement, des représentants du corps diplomatique, ainsi que ceux des organisations internationales. Suivons à cet effet l'intégralité du discours du président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou. C'est la partie magazine de cette édition. Bonne réception à tous. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Tchad, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Vice-président de l'Assemblée nationale du Maroc, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Monsieur le chef de la délégation parlementaire du Congo démocratique, honorables députés, chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique et des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la région de Niamey, Monsieur le maire président du conseil de ville de Niamey, Messieurs les maires d'arrondissement de la ville de Niamey, Messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces de défense et de sécurité, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques et des organisations de la société civile, honorables chefs coutumiers, respectables chefs religieux, Mesdames et Messieurs distingués invités. C'est un réel plaisir pour moi de vous accueillir si nombreux à la cérémonie officielle d'ouverture de la deuxième session ordinaire de notre institution au titre de l'année 2013. Au nom de tous mes collègues députés et de l'ensemble du peuple nigérien dont nous sommes les représentants, je vous remercie pour cette marque insigne de considération témoignée au Parlement ainsi qu'aux travaux de sa session budgétaire. La cérémonie d'ouverture de la session budgétaire qui nous réunit aujourd'hui est la troisième du genre que nous organisons depuis notre installation le 31 mars 2011. C'est donc la troisième fois que mes collègues et moi-même allons nous consacrer à l'examen et à l'adoption de la loi de finances de l'année à venir et budget proposé
par le gouvernement. L'adoption d'une loi de finances est, comme vous le savez bien, pour l'État comme pour la nation tout entière, un moment très attendu, parce que c'est le moment où les deux pouvoirs de la République, l'exécutif et le législatif, engagent collectivement leurs responsabilités sur les moyens financiers à mettre en œuvre afin de répondre dans la mesure du possible aux attentes légitimes des populations nigériennes pour l'année nouvelle. C'est pour cette raison que je me dois d'appeler mes collègues députés à une attention, une rigueur et une vigilance sourcilleuse afin que le budget de l'année 2014 soit un budget réaliste et prudent, même s'il aspire tout légitimement à être politiquement ambitieux. Ambitieux naturellement pour tenir compte du programme du gouvernement, mais réaliste et prudent pour rester dans les limites du possible, c'est-à-dire des capacités financières objectives de notre pays. Mesdames et messieurs, distingués invités, avant de poursuivre plus loin mon propos, permettez qu'après notre maître de cérémonie, je signale la présence au sein de notre hémicycle du très honorable Haroun Kabadi, un homme aux grandes qualités de cœur et d'esprit, un vrai ami du Niger, président de l'Assemblée nationale du Tchad. Le Tchad, notre grand voisin de l'Est, pays avec lequel le Niger a toujours entretenu des rapports exemplaires de fraternité et d'entraide, et ce, malgré l'appartenance de nos deux pays à des communautés différentes. Mon cher Kabadi, votre présence parmi nous aujourd'hui traduit en quelque sorte et de façon très éloquente la volonté commune de tous les Africains de notre époque de transcender les clivages et les cloisonnements géographiques hérités de la colonisation pour œuvrer ensemble à la réaffirmation de l'identité africaine dans le monde, ainsi qu'à l'émergence de cette Afrique nouvelle, émancipée et fière à la création de laquelle nombre de générations des fils de ce continent avant la nôtre ont rêvé et versé souvent leur sang. Votre pays, le Tchad, dans cette optique a toujours milité pour la concrétisation de ce rêve commun en prouvant plus d'une fois son esprit de solidarité africaine, notamment sur le plan militaire, en s'illustrant sur les champs de bataille pour ramener la paix et la stabilité dans plusieurs pays du continent secoués par la guerre. Ainsi que l'a montré la récente participation de votre pays à la reconquête du Nord Mali, occupé pendant plus d'un an par les hordes terroristes, ses alliés actifs des trafiquants de drogue et d'armes. L'engagement résolu de l'armée tchadienne, très loin de ses frontières, en constitue donc pour nous la preuve irréfutable. La sous-région ouest-africaine, au-delà du Mali directement concerné par cette agression, ayant mis en péril son existence même en tant qu'État souverain, vous doit une dette de sang et sans doute aussi une reconnaissance éternelle. Monsieur le Président, la représentation nationale vous remercie sincèrement d'avoir accepté de faire le déplacement de Niamey. Elle apprécie au plus haut point la qualité de l'importante délégation qui vous accompagne. Je signale que le Président est arrivé avec une délégation de 12 membres. Merci. Soyez-en remerciés. Notre second invité de marque, c'est l'honorable vice-président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, son Excellence Oudja Ben Abdallah. L'amitié du Niger pour le Royaume du Maroc, son roi et son peuple, a été une constante dans le temps. Et le Maroc a toujours montré combien l'amitié du peuple nigérien lui est précieuse, en faisant preuve d'une solidarité et d'une sollicitude de tous les instants à l'égard du Niger. Cette belle amitié, nous entendons au niveau du Parlement nigérien, la traduire à travers des relations renforcées de confiance avec le Parlement marocain. Votre présence ici à nos côtés en ce jour solennel est une réponse à nos attentes. Transmettez à mon collègue Karim Guelab nos sentiments de fraternelle considération et aussi d'amitié sincère, ainsi que notre souhait de voir s'établir des relations particulières avec votre Parlement, à travers un protocole de coopération dûment discuté et signé. Je l'espère très rapidement. Merci d'être venu. Vous êtes ici, en terre nigérienne d'Afrique, chez vous,
avec des frères à l'écoute de vos plus infimes souhaits. Notre troisième invité est plutôt un émissaire du président de l'Assemblée nationale du Congo démocratique, mon ami le docteur Aubin Minakou, qui nous avait annoncé son arrivée, mais que les aléas de l'agenda de l'homme politique viennent de perturber au plus haut point. Mais il nous a fait l'honneur de dépêcher son directeur de cabinet pour exprimer ses regrets. Nous comprenons. Et nous vous demandons, professeur Jean-Pierre Mavungu, de lui réaffirmer nos sentiments fraternels et nos vœux d'un véritable rapprochement des parlements congolais et nigériens. Ce rapprochement est indispensable si nous voulons que se réalise demain l'Afrique nouvelle, sans frontières ni visa, entre tous les peuples africains et arabes du continent. Monsieur Mavungu, soyez le bienvenu au Niger. Mesdames et messieurs, distingués invités, la présence de ces illustres hôtes à la présente cérémonie est le témoignage que la diplomatie parlementaire en Afrique est en train d'ouvrir la voie à un rapprochement réel et effectif entre les parlements du continent, ce qui, à plus ou moins longue échéance, permettra d'impliquer davantage les parlementaires dans le processus décisionnel de l'intégration africaine jusqu'ici confinée dans le domaine exclusif des exécutifs nationaux. Si l'on veut que cette intégration soit véritablement celle des peuples et non des bureaucraties aux analyses extraverties, il est éminemment nécessaire d'y associer les représentants des peuples. L'intégration doit se construire en se fondant aussi sur une certaine dimension humaine, notamment celle qui permet de prendre en compte les besoins essentiels des populations. L'intégration ne saurait pour cette raison se réduire à la seule vision des technocrates plus préoccupés à élaborer des règles et des codes qu'à mettre en œuvre de véritables programmes de réalisation concrète et visible, attendus par nos peuples. D'où, malgré les résistances des bureaucraties de ces institutions créées pour favoriser l'intégration, la nécessité impérieuse de trouver les moyens d'impliquer les parlements du continent dans la construction de cette Union africaine est aussi impérative qu'incontournable. Impérative et incontournable si tant est qu'il est vrai, tous nos États ressentent la nécessité d'accélérer le processus, mais aussi de l'ajuster aux réalités socio-culturelles qui forment l'identité de l'Afrique. L'ajuster aussi pour concrétiser de façon effective les vraies attentes des peuples du continent, là de vivre dans le mépris et la marginalisation. C'est dire par conséquent que pour se réaliser, l'intégration africaine que nous souhaitons ardemment doit s'envisager au-delà des rencontres annuelles des exécutifs du continent. Rencontres sans doute utiles, nous en convenons, mais qui ne suffisent pas à l'évidence pour accélérer véritablement le processus. Parce que ces décisions de nos chefs d'État, dès lors qu'il s'agit d'investissements transnationaux susceptibles de traduire la communauté du destin de nos peuples, butent dans leur mise en œuvre contre les contreforts de nos intérêts nationalistes étroits et à courte vue. Honorables députés, distingués invités, mesdames et messieurs, au plan national, la présente session budgétaire s'ouvre comme l'an passé, pendant que l'hivernage se retire. Cette année encore, la pluviométrie a été relativement abondante durant tout le mois d'août. Toutefois, le mois de septembre s'est révélé singulièrement stérile en précipitations, d'où les inquiétudes légitimes de nos paysans nigériens de voir la campagne agricole s'achever sur des promesses non tenues. Faute de pluies supplémentaires, notre pays risque de vivre encore en 2014, sur le plan alimentaire notamment, les souffrances propres aux années déficitaires. Cependant, le rechargement conséquent des nappes phréatiques laisse quelques espoirs d'atténuation des pertes de récolte à travers les cultures dites de contre-saison. Aussi, Monsieur le Premier ministre, la représentation nationale souhaite-t-elle de votre gouvernement le démarrage aussi rapidement que possible du programme des cultures irriguées, dont nos compatriotes
ayant compris qu'ils ne peuvent plus compter sur les seules cultures pluviales, tendent de plus en plus à en faire une seconde campagne agricole dans l'espoir de vaincre la disette. L'aide de l'État, vous le savez, constitue un puissant stimulant à leur engagement. À cet égard, nous ne doutons pas un seul instant que le gouvernement s'emploiera promptement à répondre à leurs espérances. Néanmoins, face à la situation alimentaire incertaine que nous entrevoyons, il nous revient, mesdames et messieurs les députés, en ce qui concerne particulièrement la représentation nationale, d'appeler nos concitoyens à une gestion prudente et responsable des modestes récoltes céréalières de cette campagne agricole peu généreuse, en évitant les gaspillages susceptibles d'amener notre pays à solliciter encore une fois l'assistance alimentaire de la communauté internationale. Sur un tout autre chapitre, mais en restant toujours dans l'appréciation de l'hivernage qui s'achève, nous notons aussi qu'à l'instar de l'année dernière, les pluies du mois d'août ont provoqué de terribles inondations ayant occasionné d'innombrables dégâts matériels, mais hélas également des pertes en vies humaines. Au total, il a été enregistré plus d'une dizaine de morts et des centaines d'habitations ravagées par les eaux. De même, des champs ainsi que des rizières, pour l'essentiel situés sur les berges du fleuve Niger, ont été entièrement dévastés, rendant toute espérance de récolte vaine. Ainsi, de très nombreuses familles sont d'ores et déjà certaines d'être condamnées à vivre en 2014 dans le dénuement complet, l'incertitude et sans aucun doute une inéluctable disette. Les inondations sont donc devenues au Niger ces dernières années un phénomène récurrent. Leur fréquence, autant que l'importance des dégâts qu'elles provoquent, interpelle l'État sur l'urgence de l'endiguement des berges du fleuve. Il faut que la construction des digues de protection ne soit plus différée, car les populations paysannes, riveraines du fleuve souffrent et ne peuvent avoir d'autre recours que la sollicitude des pouvoirs publics. Endiguer les berges pour contenir les cours d'eau dans les limites de leur lit naturel se pose donc à nécessité aussi urgente qu'incontournable. Il appartient au gouvernement d'y répondre, ne serait-ce que partiellement, avant l'hivernage 2014. Honorables députés, distingués invités, mesdames et messieurs, la vérité nous oblige cependant à dire que si le gouvernement est d'abord tenu pour le premier responsable de la construction du pays, ainsi que de la sécurité des citoyens, ces obligations ne sauraient être objectivement assumées par les seuls gouvernants. Elles dépendent aussi du civisme des populations. En effet, quel résultat attendre de mesures édictées ou proposées par les pouvoirs publics lorsqu'au nom de la liberté démocratique, le citoyen se complaît dans l'indiscipline, sinon même dans l'anarchie liberticide? C'est pour dire que si chaque année, les inondations plongent notre pays dans le deuil et le confrontent à des dégâts matériels de plus en plus insupportables, c'est sans doute aussi par la faute de ses concitoyens qui, en dépit des mises en garde et des interdictions formelles qui leur sont faites par les autorités d'occuper les zones inondables désormais bien connues, s'entêtent à s'installer comme par défi, précisément sur les terrains réputés dangereux pour l'habitation. Ils s'ingénient à ignorer les instructions des autorités domaniales. Ils rétorquent aux menaces salutaires qu'on leur adresse que la démocratie et la liberté qu'elle confère aux citoyens leur donnent le droit de refuser de se soumettre aux injonctions de l'administration quand celle-ci contrarie le choix de leur cœur. Mieux, ils rappellent aux autorités municipales en particulier de ne point oublier que bientôt, elles auront besoin de solliciter de nouveau leur suffrage. Il est donc temps pour l'État de faire montre de plus de rigueur, car personne dans un pays ne peut se soustraire légitimement à l'observance de la loi et de la règle administrative. S'installer sur des terres inondables, impropres à l'habitation à tout point de vue, constitue une faute grave, pire, un acte criminel qui expose la vie de toute une famille à un danger mortel. Cette attitude irresponsable mérite une sanction sévère à la hauteur des conséquences désastreuses qui peuvent résulter de cette inconscience inacceptable.
honorables députés, mesdames et messieurs, je ne vais pas terminer mon propos sans évoquer la situation politique qui prévaut actuellement dans notre pays. Je l'aborde cependant sans aucune intention d'ouvrir la polémique, mais simplement parce qu'il m'est impossible de la taire tant elle cause des soucis à nos concitoyens, au point où ils appréhendent avec une réelle et terrible inquiétude l'ouverture de la présente session de notre Parlement. Pourtant, la rupture d'alliance intervenue récemment au sein de la mouvance présidentielle n'a en soi rien d'exceptionnel en démocratie. Elle est même, dirais-je, dans l'ordre naturel des choses dans le domaine politique. En effet, les coalitions peuvent se faire et se défaire au gré de l'évolution des relations entre partis, sans pour autant toujours générer pour le pays une crise politique comme le redoutent nos concitoyens. Là, on le comprend, de vivre dans l'instabilité chronique, instabilité d'un État qui, il est vrai, change constamment de république et de constitution. Dans le cas présent, les récents événements intervenus au sein de la mouvance présidentielle résultent tout simplement d'une perte de confiance réciproque entre des membres qui la composent. Quoi donc de plus normal que de se séparer en douceur afin de ne pas tomber dans le piège des sables mouvants de l'amitié sans sincérité, au sourire éclatant de dents blanches mais rempli de venin, c'est-à-dire un semblant d'amitié fait d'invectives, d'insultes par procuration et de guerres de tranchées qui ne peuvent déboucher à terme qu'au discrédit collectif de la classe politique ainsi que du système institutionnel. Aujourd'hui donc, il faut l'avouer, la rupture est totale et semble définitivement consommée. Il ne reste que de part et d'autre. Il nous faut la gérer sans colère ni rancune. Il faut l'admettre sans sombrer dans le ressentiment vindicatif et les représailles qui ne feront qu'élargir le fossé et déboucher sur une crise véritable. Il convient aussi de la gérer en évitant de conduire le Niger à la déstabilisation politique, car le contexte sous-régional reste encore menaçant et il nous faut, avec réalisme, en craindre les fâcheuses conséquences. De reste, cette rupture d'alliance ne semble même pas mettre en cause l'existence d'une majorité de soutien au gouvernement. Dès lors, il n'y a pas lieu pour notre peuple de perdre sa sérénité, tant que les acteurs politiques de tous les bords feront preuve de mesure pour agir et rester dans les limites du cadre démocratique. Et même dans l'hypothèse d'un basculement de cette majorité en faveur de l'opposition, la loi fondamentale sous l'empire de laquelle vit le Niger a déjà prévu les solutions à la résolution des problèmes politiques susceptibles de naître de cette reconfiguration du paysage politique. Il appartient par conséquent aux détenteurs suprêmes des prérogatives constitutionnelles de les mettre opportunément en œuvre, afin d'éviter par ces moyens à notre pays de tomber encore une fois dans la confusion et les tiraillements politiciens qui ont été fatals à tant de régimes et de républiques au Niger. Il convient aussi que l'exercice du pouvoir reste démocratique, quelle qu'en soit la situation, car le recours abusif à la force contre les adversaires politiques est en soi un aveu de faiblesse, la force n'étant pas nécessaire ni les violations de la loi pour gouverner, lorsque le soutien du peuple est effectif. Il est donc important, pour la sérénité collective de la nation, que l'exercice du pouvoir d'État sorte du champ de l'émotion et des sentiments personnels pour s'exercer selon les seules règles démocratiques au nom desquelles la classe politique nigérienne s'est si souvent battue. En effet, la démocratie ne doit pas être seulement dans nos discours, elle doit se manifester concrètement dans chacun des actes de la gouvernance politique, autant que dans les comportements des opposants eux aussi. C'est pourquoi nous nous devons de prier Dieu, honorables députés, afin qu'il nous guide dans la voie de la sagesse et que nous agissions tous avec mesure, probité, intégrité morale et un sens aigu de responsabilité dans la difficile mission que nous a confiée le peuple nigérien, celle de veiller à la stabilité du pays. Gardons à l'esprit qu'au-delà de tout,
Seuls doivent compter les intérêts de la nation. Le peuple nous regarde. C'est sur ces mots que je déclare ouverts les travaux de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre 2013. Que Dieu nous préserve de l'intolérance et qu'il veille sur le Niger et son peuple. Je vous remercie.